10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... À la nouvelle année 1926. Bonne année. Une seconde d'attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis un homme qui a eu beaucoup de chance, et en particulier celle d'avoir des amis tels que vous. Très peu d'hommes sont allés en Australie et ont pu acheter une ferme pour si peu d'argent que moi. J'ai réussi, et j'y ai mis le temps, à persuader Andrew de faire son testament avec l'aide de ma femme Sarah. Il contient quelques petits legs en faveur de certains d'entre nous et une somme d'argent réservée aux études de Violette. La plus grande partie de l'héritage, soit 75%, reviendra à la fondation médicale Ellen Ford, c'est magnifique. dont le docteur Pritchard est le président. Je ferai bon usage de cet argent, Andrew. Si jamais un jour vous mourrez, cela va de soi. Une somme de 2000 livres, gérée par fidéicommis jusqu'à leurs 18 ans, sera partagée entre Peter Baker et Robert Sidaway. Oh, que c'est gentil à vous, Andrew. Je crois que vous savez combien j'aime vos fils. Ils seront bientôt des hommes avec toutes les responsabilités que cela comporte. Je tiens à ce que leur avenir soit assuré. Vous avez oublié Violette? Oubliez Violette? C'est votre pupille, Andrew. Vous lui êtes très attaché, mais vous ne lui laissez rien. Sarah, chut. C'est vrai, oui. Mais elle se mariera un jour. Elle épousera Robert ou Peter. Ce n'est qu'une femme, pour l'amour du ciel. Mon Dieu! Arrêtez, je vous prie, de dire tout le temps « ce n'est qu'une femme ». Dix ans plus tard. Messieurs, Silence! Silence! la motion proposée est la suivante. Est-ce que l'université pense que jamais la femme ne pourra avoir une condition égale à celle de l'homme? Je vais appeler Monsieur Andrew Marsh, ancien président de l'Union, pour proposer la motion. Monsieur le Président, messieurs, je crois que parmi l'assistance d'aujourd'hui, peu d'entre nous refuseraient à son prochain, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son sexe, le droit fondamental au respect. Monsieur Poirot, je suis ravie de vous revoir. Mais nous avions 17 heures, je crois. Ma chère mademoiselle Violette, je vous en prie, pardonnez-moi. Le responsable est ce clou qui a crevé un pneu à Baldock. Puis-je vous présenter mon associé, le Captain Hastings? Je suis enchanté. Captain Hastings, voici mademoiselle Violette Wilson, la pupille d'Andrew. Oui, merci. Mais la société, comme la famille, n'est pas une collection d'individus réunis par hasard ensemble pour assurer une fonction industrielle, politique et sociale. Mais les deux doivent être structurés, divisés entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui les mettent en application, ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Voici mademoiselle Campion, qui est principale de mon université. Il faut se dépêcher, le débat est engagé et Andrew a commencé à parler. Et de telles désignations sont sous le statut et sont déterminées par une femme. Le nom de cette femme est Mère Nature. Messieurs, j'appelle maintenant Monsieur Robert Sidaway, qui est opposé à la motion. Monsieur le Président,
Le débat, jusqu'à maintenant, a ignoré quelques événements aussi déplaisants que désagréables qui se sont passés dans le monde de la réalité. Il y a quelques mois, deux gouvernants, doués d'un immense pouvoir, mais doués aussi d'un grand mépris envers leurs semblables, Adolf Hitler et Benito Mussolini, ont envahi des pays voisins. Tous ceux qui ont un peu de bon sens aujourd'hui, et quel que soit leur sexe, savent que la guerre qui va s'étendre à toute l'Europe est imminente. Quand elle sera là, attendrons-nous simplement des femmes qu'elles continuent à s'occuper de leur foyer, Monsieur le Président? Ou accorderons-nous aux femmes un statut égal en demandant aux femmes d'aller dans les champs et de les cultiver? D'aller travailler dans les usines pour faire des munitions? De venir rejoindre les forces armées et de se battre? Voyez dans la vallée de la mort s'avancer cette armée uniquement composée de femmes qui ont le statut d'égalité. Si vous nous laissez travailler et mourir pour notre pays, pourquoi ne nous laissez-vous pas entrer à l'Union? Pourquoi ne pas nous laisser parler dans un débat? Silence! Je n'autoriserai aucune interruption venant de la galerie, sinon je la fais évacuer! Peut-être que vous avez peur d'entendre parler le bon sens? Peu importe le résultat, Bobby. Tu as très bien parlé. Oui, peut-être, mais Andrew aussi. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit. Toutes mes félicitations, monsieur. Magnifique victoire. Dommage que la presse n'ait pas couvert le débat, Robert. Dès demain, on aurait vu de jolis gros titres. Une jeune femme moderne interpelle les orateurs de l'université de Cambridge. Poirot! Comment allez-vous? Andrew, mon cher ami, j'ai raté votre discours, pardonnez-moi. Oh, mais vous l'avez déjà entendu je ne sais combien de fois, et la première, c'était à la clinique Cavendish. Oh, mon Dieu! C'est dans l'adversité que naissent les grandes amitiés, n'est-ce pas? Nous étions dans cette clinique pour nous faire arracher leur horrible dent de sagesse. Nous n'avions pas fière allure. Mon maudit médecin ne m'a jamais rien donné pour cette mauvaise respiration. Peut-être parce que vous ne lui avez jamais dit que ça vous gênait. C'est à lui de le voir, c'est son métier. Oncle Andrew a le cœur défaillant depuis des années. Ça lui donne un souffle court, mais il n'est jamais à court de mots. Ah, voilà une pièce qui est des plus industrieuses, vous ne trouvez pas, Hastings? Je suis de votre avis, oui. Je m'occupe d'un magazine, monsieur, qui s'appelle Nouvelle Perspective. Et j'ai le ferme espoir de lui donner de l'extension quand j'aurai fini mes études. Merci. Vous n'auriez pas de l'argent? Oh, Violette. Que vous ne vouliez pas investir, oncle Andrew, j'arrive à le comprendre. Mais je trouverai quelqu'un d'autre. avez-vous consulté un banquier, mademoiselle Violette? Si j'étais un homme, j'obtiendrais tous les emprunts que je voudrais. Je t'ai déjà dit pourquoi j'étais contre. Les femmes en affaires ne font pas le poids, ce sont des proies faciles. Vous êtes de mon avis, Hastings? Oh, je ne peux pas dire que je connaisse beaucoup de femmes. Sur le plan des affaires, bien sûr. Motion approuvée, adoptée à la majorité. 3 contre 1, n'est-ce pas, Poirot? Non, mon ami. 2 contre 2. Au fait, je sais que vous avez réservé à l'hôtel, Poirot, mais pourquoi ne viendriez-vous pas quelques jours à Crabtree? On vous attend demain pour déjeuner. Eh bien, Hastings et moi, on serons ravis. Si vous le permettez, mademoiselle Campion, vous aimez que vos étudiants sachent ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Je fais ce que je peux pour les y encourager, monsieur Poirot. John, avant que j'oublie, notre rendez-vous de demain pourrait-il être retardé? Retrouvons-nous pour déjeuner. 12h30 à mon bureau. Ah, au fait, Martin, j'ai une nouvelle. Je refais mon testament. C'est votre argent, non? Violette sera mentionnée cette fois-ci? Tu es d'une grande impertinence, Robert. J'aurais juré que le débat était clos depuis hier. Peut-être pensez-vous que je n'ai pas gagné de façon convaincante? Je suis sûre qu'il n'avait aucune intention blessante. Ne croyez pas que vous aidez les jeunes Philida en étant trop indulgente avec eux. Veuillez m'excuser, monsieur. Robert, je vais lui parler, Madame Sideway. Robert! Sarah, calme-toi, je t'en prie. Robert!
Robert, attends! Je suis désolé, Violette, mais le fait d'avoir fait voter cette stupide motion ne justifie pas sa conduite. Allons, il est comme il est, Bobby. Tu sais qu'il ne changera jamais. Et je ne suis pas sûre que je voudrais qu'il change. Dites à votre père que j'ai laissé un sac de plants de pommes de terre à l'entrée, d'accord? Ouais, merci, au revoir. Au revoir. Andrew, ça a été merveilleux, mais j'ai encore un après-midi chargé devant moi. Mais en fait, je suis désolé d'avoir été dur avec Bobby. J'arrangerai ça avec lui plus tard. Avant de prendre congé, je veux vous examiner. Oh, une autre fois, allez, filez. Vous avez eu 2 journées exténuantes. Obéissez. Enlevez votre veste et remontez vos manches. Madame Sidway, voudriez-vous m'apporter mon stéthoscope dans la bibliothèque? Mon sac est dans le hall. Bonjour, Madame Sidoway. Peter, que faites-vous ici? C'est une surprise. 15 jours de permission avant la Palestine. Il n'y avait personne à la maison. Mon père est au travail, alors ma mère doit... Oui, votre mère est à la cuisine. Allez vite la voir. Maman! Peter! Oh, que je suis contente! Entrez. Oh, mon ami. Votre médecin vous a dit de vous reposer et vous ne le faites pas. Oh, vous ne changerez jamais. Ah, mais si, j'ai changé, Poirot. Vous croyez que je ne suis qu'un vieil hypocrite qui dit une chose et en fait une Oh, autre? je n'ai jamais pensé cela de vous, mon ami. Veuillez vous asseoir. Alors voilà. J'ai raconté des tas de choses à propos de ma santé. Pendant des années, je n'ai écouté les conseils de personne. Et puis... Enfin, mon spécialiste m'a dit... Hoskin m'a dit, ne me fais pas peur, j'ai seulement peur de bouleverser les autres. Il vous a dit que vos jours étaient comptés? Diable. Vous savez, il y a 10 ans, j'avais fait un testament. J'ai réussi, après bien des efforts, à persuader Andrew de faire son testament. J'avais fait plusieurs petits legs, 250 livres à mon homme de loi, John Sidoway, et à sa femme Sarah. Mademoiselle Campion? Philida Campion recevait 500 livres qu'elle a donnés tout de suite à son université pour l'aider. Ma gouvernante, Margaret Baker, et son mari, Walter, le sergent de police local, avaient déjà reçu une somme d'argent. Leur fils, Peter Baker, et le jeune Robert Sidoway avaient reçu chacun 1000 livres à la pour les Fondation aider médicale à prendre un bon départ dans la vie. Mais j'avais légué le gros de ma fortune au docteur Pritchard, car il est président de la Fondation médicale et Linford. Oui, un jour, bien entendu. Tous étaient assez consternés que j'ai exclu Violette de mon testament. Mais dès demain, je vais corriger cela. J'ai l'intention de faire un nouveau testament dans lequel je léguerai tout à Violette. Si je fais ça, c'est que j'éprouve tellement de fierté devant ses prouesses à Cambridge ces 3 dernières années qu'elle le mérite. Alors voilà, je suis venu pour vous demander d'être l'exécuteur testamentaire. Poirot, voulez-vous faire ça pour moi? Bien sûr, voyons. Pourquoi est-ce si urgent? Le téléphone, qui la petite lettre à une heure pareille. Très bien, nous en reparlerons demain matin. Oui, oui, bien sûr. Et bonne nuit. Bonne nuit, cher ami. Allô? Quoi? Maintenant? Cela ne pouvait-il pas attendre?
Bonjour, Poirot. Bonjour, Hastings. Bonjour, mademoiselle. Comment trouvez-vous Samson? Attention qu'ils ne vous prennent pas pour une des colonnes du temple, Hastings. On vous retrouve au petit déjeuner, monsieur Poirot. Que cette folie est charmante. Andrew l'a fait entièrement restaurer il y a 15 ans. Il y vient pour réfléchir. Faisons demi-tour. Allez, mon grand, allez. Attendez. Allons voir. Andrew? Violette, vous devriez aller chercher le sergent Baker. Et Poirot aussi. Sergent Baker, vous me permettez de faire des recherches? Mes hommes ont fouillé partout. Ils n'ont rien trouvé. Peut-être que l'autopsie nous en apprendra plus. Il sera inutile d'avoir recours à l'autopsie. J'ai fait un examen approfondi. La mort de Andrew remonte à environ 8 heures. J'établis le certificat de décès. Défaillance cardiaque? Y a-t-il d'étrange? Ça ne veut rien dire. Je ne peux m'empêcher de penser que son cœur battait parfaitement bien. Un Poirot, le plus grand des spécialistes de Londres, vous dira que Andrew... Je sais quel genre de maladie il avait, monsieur le docteur. C'est assez curieux de venir se promener ici au milieu de la nuit, vous ne trouvez pas? Il faisait souvent un tour tard le soir, capitaine. Ça l'aidait à s'endormir. Voilà, Walter. Hier soir, Andrew m'a dit vouloir faire un Nouveau Testament. À minuit et demi, il reçoit un coup de téléphone et ce matin, il est mort. Non, ce n'est pas une coïncidence, Hastings. Nous devons procéder à des recherches. Et Hastings, nous allons retourner chaque pierre. Comme vous le savez, monsieur Poirot, il n'est pas habituel d'ouvrir un testament avant l'enterrement. Mais dans ce cas, j'ai fait une exception, dans l'espoir de dissiper vos craintes concernant la mort de Andrew. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, prenons place, si vous le voulez bien. Merci. Ce n'était pas un testament compliqué, monsieur Poirot. Nous étions tous présents à sa lecture, il y a 10 ans maintenant. Le testament, monsieur Silver? Il semble ne pas être là. Alors voyons, c'est absurde, il n'a pas disparu. Oh, il doit être ailleurs, monsieur. Vous allez bien le trouver. Mesdames et messieurs, Andrew Marsh était un grand ami de chacune des personnes de cette assemblée. Et il semble pourtant que chacun de vous veuille l'enterrer sans se poser de questions. Pas chacun de nous, monsieur Aujourd'hui, un testament a disparu et vous ne voulez toujours rien faire, sergent. Sauf votre respect, Poirot, je crois que votre imagination vous joue des tours. Vous croyez? Le Nouveau Testament que Andrew Marsh avait l'intention de rédiger indiquait que tout revenait à Mademoiselle Violette et faisait de Poirot l'exécuteur testamentaire.
Poirot sera l'exécuteur, mais je vous préviens, mes amis, avec ou sans votre aide, j'irai jusqu'au bout et j'arriverai à dénouer le mystère de sa mort. C'est absolument intolérable, Stinks. Nous sommes confrontés à une communauté où chacun connaît tous les petits secrets de l'autre, excepté Poirot. Pour l'instant. Attendez une seconde, Poirot. Ce testament disparu peut être une aubaine. Ça voudrait dire qu'Andrew est mort intestat. Merci pour cette note d'optimisme, Stinks. Vous savez qu'à dire au tribunal des successions qu'Andrew voulait tout laisser à Violette. Et vous croyez qu'il l'accepterait? Souvenez-vous qu'Andrew Marsh m'a confié ses dernières volontés sans qu'il y ait le moindre témoin. Oh, je vois, oui. Poirot, pourriez-vous m'accorder quelques instants? Santé. Votre santé. Je voulais que vous sachiez que je suis le principal bénéficiaire du testament disparu en tant que président de la fondation Ellingford. C'est au cas où vous prendriez le bâton par le mauvais bout. Oh, je n'ai jamais pris un bâton par le mauvais bout, monsieur le docteur. Oui, mais vous pourriez fort bien croire que 75% de la fortune d'Andrew soit un motif de meurtre, et vous avez dit qu'Andrew allait faire un autre testament. Mais vous n'auriez pas volé le premier testament, puisque c'est vous qui le favorisez. Andrew vous a dit vouloir que Violette hérite toute sa fortune, c'est ça? Il n'a mentionné personne d'autre? Non. Pourquoi me posez-vous cette question? Parce que cela fait déjà pas mal de temps que je pense que Andrew avait un fils. Penser, monsieur le docteur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Andrew, John et moi-même, nous nous trouvions à Crabtree un soir. Ça devait se passer il y a 2 ans, je crois. Sarah n'était pas là et Robert venait d'être accepté à Cambridge. Son père rayonnait de joie, tellement il en était fier. À Robert. Ah, Robert. Ah, Robert. Robert. Je vous remercie. Je suis très heureux pour vous, John. Oh, pardonnez-moi, tous les deux, j'explose de joie devant vous, comme si vous aussi vous aviez des fils dont vous puissiez être fiers. Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne comprends pas votre fierté parfaitement? Bien que vous soyez mon notaire, John, vous ne savez pas tout de moi, n'est-ce pas, ma chère? Andrew Marsh avait toujours montré beaucoup d'attachement envers Margaret Baker. Peut-être que Peter est le fils d'Andrew. Ah, je vois. Cher docteur, je vous remercie. J'avançais à l'aveuglette dans une pièce obscure et vous venez d'éclairer ma lanterne. Vous voyez comment tournent les choses, Hastings. Je pense qu'on a tué Andrew pour sa fortune, mais je me pose toujours la même question. Qui pourrait la réclamer après sa mort? Oh, eh bien, il y a ce fils dont Pritchard vient de nous parler. Mais seul ce qu'il a dit prouve l'existence de ce fils. Nous trouverons, mon ami. Et alors, nous trouverons le meurtrier. Et bientôt, nous saurons ce que dit Madame Margaret Baker. Vous ne pouvez pas poser une question pareille à une femme, Poirot. Non seulement je le peux, Hastings, mais je le dois. Je l'ai rencontré en Australie. Il m'avait engagé comme nurse pour Violette, qui était la fille de son associé. Quand il est revenu en Angleterre, il m'a offert de venir avec lui. C'est là que vous avez rencontré votre mari, le policier du village. Madame Baker, je ne voudrais en aucun cas vous offenser, mais Monsieur Andrew Marsh vous admirait beaucoup, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Et vous lui étiez très attaché. Oui. Ne serait-il pas vrai que même si vous travailliez pour lui en tant que nurse de Mademoiselle Violette, vous partagiez aussi beaucoup de sa vie privée? Je vais vous apprendre! Ça m'intéresse qu'il raconte. Vous dites que si je voulais, je pourrais avoir droit à sa fortune, c'est ça, monsieur Poirot? Je te prie de te taire! Papa, tu as toujours dit qu'Andrew était un coureur. Moi, il ne m'exprimait son admiration que de loin. Après notre départ d'Australie, monsieur Andrew a été envoyé en France pour se battre. Tu as été conçu alors qu'il n'était pas là. Quand on a libéré Andrew et qu'il est revenu, Peter était né et il avait 3 mois. Donc vous avez servi de nurse à Mademoiselle Violette pendant que monsieur Andrew était absent? Oui. Ses autres amis faisaient de leur mieux, bien sûr. Mais Mademoiselle Campion ne sait pas très bien s'y prendre avec les enfants. Et Madame Sidaway non plus, quoiqu'elle soit infirmière pour enfants. Merci, madame. Vous ne manquez pas de culot de venir calomnier les gens chez eux. Je dois faire preuve de culot, monsieur Baker, parce qu'un homme s'est fait assassiner et que vous refusez de faire une enquête. Vous vous obstinez. Alors maintenant, le temps est venu de passer au-dessus de votre tête.
Merci d'être venu si vite, inspecteur Japp. Vous avez fait connaissance du sergent Baker? Et oui, et je me dois de dire, Poirot, que malgré vos commentaires, il me semble tout à fait digne de confiance. Venez, inspecteur Japp. Monsieur Marsh a été trouvé très exactement là. Pas de marque sur le corps. On n'a rien trouvé qui sorte de l'ordinaire. Rien. Et vous trouvez que ceci ne sort pas de l'ordinaire? C'est incroyable. Pour moi, c'est un flacon ayant contenu un médicament. J'ai moi-même fouillé cet endroit avec la plus grande minutie. C'est un métier, Poirot. Aucun médecin local n'a signalé la disparition de ceci? Pas que je sache. Désolé, monsieur. Je vais aller tout de suite voir le docteur Pritchard. Pritchard? C'est le président de la fondation médicale Ellingford. Le docteur Martin Pritchard. Je voudrais, Poirot, que vous ne disiez à personne que je suis là. Je dois voir le médecin légiste. Je veux qu'il fasse une autopsie et je veux savoir ce qu'il y avait là-dedans. Mademoiselle Campion, pourriez-vous nous accorder un instant? Je suis plutôt pressé par le temps, Robert. S'il vous plaît, Philida. Cela concerne ma mère, mademoiselle. Ça me concerne, et ça concerne mon père aussi, je suppose. 2 ans ici, vous n'avez toujours pas un gramme de bon sens, mon garçon. Vous n'êtes pas le seul, du reste. Vous vous moquerez moins de lui, Philida, quand vous connaîtrez ses raisons. Robert a besoin de votre avis. Je crois que Andrew Marsh était mon père, mademoiselle Campion. Et vous me demandez ce que vous devez faire? Allez le demander à monsieur Poirot. Mais Robert, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour mentionner cela? Ma mère avait gardé le secret, elle ne me l'a dit qu'hier soir. Il lui a fallu du courage. Cela ne semble pas vous avoir bouleversé outre mesure. Eh bien, après mûre réflexion, quelle différence cela peut-il faire? Eh bien, monsieur Robert, là voilà la différence. Dans le testament disparu, vous héritez une petite fortune. Si vous pouvez prouver que vous êtes son fils, vous hériterez alors une fortune immense. Et maintenant un fils avec Sarah Sidaway. Si on trouve le fils, on trouvera le meurtrier, avez-vous dit? Oui, c'est ce que j'ai dit, Hastings. Mais il serait fort inconvenant de démasquer cette personne la veille de l'enterrement de Andrew Marsh. Cet homme avait beaucoup d'amis, Poirot. À quoi sert d'avoir tellement d'amis quand on a le pire des ennemis? Docteur Pritchard. Vous semblez être d'une santé indécente, inspecteur Japp. Vous vous connaissez? Vous vous chargez de mettre ces messieurs au courant ou dois-je le faire? Alors je m'en charge. Nous nous sommes rencontrés à Londres il y a 15 ans. Le docteur Pritchard dirigeait un soi-disant groupe humanitaire qui avait pour but d'aider certains malades à en finir avec la vie. À mettre fin à leur souffrance, vous voulez dire? On a ouvert une enquête sur son organisation, mais pas la moindre preuve. Et si je ne me trompe pas, je crois que ce bon docteur recommence. Non! C'est à vous, docteur, d'après ce que déclare le fabricant. Il vous les expédiait remplis d'insuline, mais il les numérotait avant pour ne pas perdre leurs traces. Parce que si elle peut faire des miracles, l'insuline peut aussi être mortelle. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. On a trouvé des traces de piqûres d'aiguille en haut du bras de Monsieur Marsh. Martin Arthur Pritchard, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Andrew Marsh. Vous pouvez garder le silence, mais si vous parlez, ce que vous direz pourra être retenu contre vous.
vient à point à qui sait attendre, Poirot. Je savais que tôt ou tard, je finirais par la voir. Ce n'est pas parce que la solution d'un crime est simple, Poirot, qu'il faut dire qu'elle est fausse. Pritchard a tué Andrew Marsh et tout est dit. Pourquoi aurait-il volé un testament en sa faveur? Non, inspecteur Japp, on ne l'a pas retrouvé et je suis presque convaincu qu'on ne le retrouvera jamais. Vous avez interrogé d'autres suspects, vous ou Baker? Mais bien sûr que non, puisqu'il n'y en a pas. Robert Sidaway et Violette Wilson. Monsieur Poirot nous attend, mademoiselle. Et pour ce coup de téléphone, cher inspecteur, celui qu'Andrew a reçu à minuit passé? Pritchard, évidemment. Franchement, je trouve que vous vous noyez dans Mademoiselle un verre d'eau. Wilson et Monsieur Sidaway. Monsieur Poirot, nous avons pensé que vous devriez être le premier à le savoir. Nous partons pour l'Amérique. Robert renonce à sa dernière année d'université. Nous avons réservé une cabine sur le Queen Mary qui doit partir mardi. Mademoiselle Violette, Monsieur Robert, veuillez vous asseoir. Alors, mademoiselle, que faites-vous de la fin du trimestre? Que faites-vous de la cérémonie de remise de diplôme de mademoiselle Campion? Pourquoi ce départ si soudain, mademoiselle? Pour quelle raison devrais-je rester? Les femmes ont autant de droits que les hommes en Amérique. Je pourrais au moins y faire une carrière décente. Alors qu'ici, un homme que je connais et que j'ai vu pendant toute ma vie est accusé de la façon la plus insensée d'avoir assassiné mon tuteur légal. Mademoiselle Violette, votre tuteur légal n'aurait pas voulu que vous ratiez la remise des diplômes. Je vous en supplie. Avant de prendre une décision définitive, accordez un peu plus de temps à Hercule Poirot. Je vous en prie. C'est très bien de dire que c'est long pour obtenir un jugement du tribunal des successions, John. Mais Violette et Robert sont prêts à quitter l'Angleterre. C'est ce que vous voulez? Non, bien sûr que non, voyons. C'est si difficile de prouver qu'on est l'héritier de quelqu'un. Que faut-il faire pour y arriver? Très peu de choses, en réalité. On jure sous serment qu'on est qui on prétend être. Un extrait de naissance est indispensable? Non. Voulez-vous m'excuser auprès de Sarah? Elle m'a invitée à dîner samedi soir, mais je dois aller à Londres. Je le dirai à Sarah. Théâtre? Concert? Non. Pour voir Hercule Poirot, tout simplement. Je voudrais qu'il me donne un conseil. Veuillez m'excuser. Quelle que soit la personne qui a poussé mademoiselle Campion dans les escaliers roulants, ce n'était pas le docteur Pritchard. Vous l'avez mis en prison. Et en tout cas, on ne sait toujours pas qui l'a poussé. Et Pritchard n'est pas l'assassin, inspecteur. L'assassin est toujours en liberté. Eh bien, heureusement qu'elle a été transportée ici rapidement. Nous savons au moins qu'elle s'en sortira. Je vous remercie. Police, il faut que je parle à mademoiselle Campion aussi vite que possible. Il faudra attendre, elle est encore sous le choc. Elle a fait une vilaine chute, messieurs. Double fracture à la jambe. Elle sera remise bientôt. Rassurez-vous, messieurs, madame Campion est très résistante. C'est une demoiselle, docteur. Mademoiselle Campion, et non pas madame, comme vous venez de le dire. Vous la connaissez bien? En fait... Non, mais nous savons qu'elle n'est pas mariée. Et dites-moi, docteur, l'avez-vous appelée madame par simple habitude ou cela vous a-t-il échappé? Écoutez, désolé, ce n'est pas que je veuille éviter le sujet, mais... Si vous savez quelque chose, docteur, c'est votre devoir de nous le dire. Mademoiselle Campion a eu un bébé.
Je ne saurais vous dire quand. Elle a encore la cicatrice de la césarienne. Miss Lemon, j'ai une tâche à vous confier. Vous ne trouvez rien à ce nom? Je ne vois rien. Mesdames et messieurs, notre cérémonie de fin d'année est un événement que je ne raterai pour rien au monde. Quoique cette fois, j'ai bien failli n'y assister que de loin. Comme vous le savez, cette cérémonie n'a toujours pas de caractère officiel, parce que si notre chère université de Cambridge reconnaît volontiers le dur travail de ses étudiants masculins, il ne lui semble pas convenable de faire une cérémonie officielle pour les femmes. Donc, j'organise la mienne. Bravo! Vous allez devoir maintenant entrer dans la société. Et j'ose espérer que ces 3 années ici vous auront rendu digne d'y tenir votre place. Merci, Hastings. C'est un sourire de triomphe, Miss Lemon. Oui, évidemment. Mesdames et messieurs, avant tout, je crois qu'il conviendrait que nous portions un toast à notre cher et défunt ami, Monsieur Andrew Marsh. Cette journée l'aurait rempli de plaisir, n'est-ce pas? Je sais combien Andrew aurait été fier de vous, Mademoiselle Violette. Cependant, il y a une personne dans cette assemblée qui a décidé de le priver de ce plaisir. Vous voulez dire que la personne qui l'a tué est là? Ce serait l'un d'entre nous. Le soir où il a été tué, Monsieur Andrew Marsh était venu me demander d'être l'exécuteur du testament qu'il voulait faire. Je pense que c'est pour son argent qu'on l'a tué. Et que son premier testament a été volé et détruit de façon à ce qu'il meure intestat. Donc mon travail a été de poursuivre 2 objectifs. Le premier, trouver l'assassin. Et le second, d'arriver avant que l'assassin ne fasse valoir ses droits. Et faire remettre l'héritage à Mademoiselle Violette selon la volonté de Andrew. Cependant, le meurtrier était déjà au travail quand mon cher ami Andrew m'annonçait la tragique nouvelle le concernant. Mon spécialiste m'a dit... Oh, ça ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est de bouleverser les autres. Qui peut téléphoner à une heure pareille? Allô? Quoi? Maintenant? Le meurtrier l'a attiré hors de la maison. Ça ne
Il lui avait donné rendez-vous à la folie. Là, notre meurtrier lui a injecté une dose massive et fatale d'insuline. Il s'attaquait lâchement à un homme faible et malade. Voilà. Mais alors intervient Poirot, qui dit que sa mort n'est pas due à des causes naturelles. Oh non. C'est un meurtre. Craignant pour sa sécurité, le meurtrier dirige les soupçons sur le docteur Martin Pritchard, en plaçant sur les lieux du crime le flacon qui avait contenu l'insuline. L'inspecteur Japp vient m'aider à mener l'enquête, il examine la folie et trouve le flacon. Pourquoi n'avait-il pas déjà été découvert le jour du meurtre par le sergent Baker? Parce qu'il n'y était pas encore. Poirot lui-même avait déjà tout fouillé, et Poirot est quelqu'un à qui rien n'échappe. Donc mon grand ami, l'inspecteur Japp, procède à l'arrestation du docteur Martin Pritchard. Maintenant qu'un homme est accusé du meurtre, le véritable assassin peut prétendre légalement à la fortune de Andrew. Il pensait que personne ne le soupçonnerait. Mais le docteur Martin Pritchard avait déjà révélé à mon associé le Captain Hastings et à moi-même que Andrew avait un fils. C'est peut-être Peter. Ça ne veut pas dire que je l'ai tué pour son argent. Ou vous, Robert. Vous trouviez votre droit à l'héritage justifié, n'est-ce pas? Puisque vous pensiez que votre mère et Andrew Marsh avaient été amants. Robert était avec moi la nuit où Andrew est mort, Monsieur Poirot. Violette, s'il te plaît. La main qui a poussé Mademoiselle Campion dans l'escalier roulant, c'était la vôtre, Peter? Ou la vôtre, Robert? Aviez-vous peur de ce qu'elle aurait pu me dire? Le théâtre? Concert? Non. Pour voir Hercule Poirot, tout simplement. Il est évident que l'assassin savait que Mademoiselle Campion allait à Londres pour voir Poirot. Parce que Mademoiselle Campion avait découvert au cours d'une conversation avec John Sidaway que pour qu'un enfant prétende à l'héritage de son père, il était inutile de révéler l'identité de la mère. Mais les événements avaient pris un tel tour qu'il lui fallait révéler un secret qu'elle avait gardé pour elle pendant plus de 20 ans. Ce que Monsieur Poirot veut dire, c'est que le médecin qui vient de me soigner a vu que j'avais eu un bébé. C'était à l'époque où j'étais étudiante ici. Il ne fut pas très difficile pour ma secrétaire, Miss Lemon, de découvrir comment s'appelait l'enfant. Veuillez lire ce document, Miss Lemon. Est né le 17 juillet 1913 de Mademoiselle Philida Campion, une fille prénommée Violette. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais savoir ce qui se passe. Était-il nécessaire de fouiller le passé de Philida, Poirot? Il n'y a que Andrew qui nous intéresse. Oui, bien sûr. Mais pas une seule fois jusqu'à maintenant, nous nous sommes posé cette question. Est-ce que ce fils que nous cherchons ne pourrait pas être une fille? Donc, Violette est la fille de Andrew Marsh. Oui. Alors, Monsieur Robert, pourquoi avez-vous tué le père de Mademoiselle Violette? Je ne l'ai pas tué. Je vous dis que si, monsieur. Pourquoi? Vous savez qu'elle vous aime. Vous savez qu'elle veut que vous alliez en Amérique avec elle. Pourquoi l'avoir tué? Il vient de vous dire que ce n'était pas lui.
Non, madame. Peut-être que Robert n'est pas le meurtrier. Parce que, de même que nous pensions que l'héritier de Andrew devait être un homme, nous pensions la même chose pour le meurtrier. L'assassin était la personne qui a volé une seringue dans le sac du docteur Pritchard. Cette personne connaissait les pouvoirs de l'insuline. Et j'ai appris que vous aviez été infirmière autrefois, Madame Sidaway. C'est vous qui avez convaincu Robert qu'il était le fils de Andrew. C'est Robert qui vous a parlé de la visite que Mademoiselle Campion allait faire à Londres. Vous l'avez suivi et vous l'avez poussé dans l'escalier roulant. Parce que vous avez eu peur qu'au cours de sa visite, elle ne révèle que Mademoiselle Violette était la véritable héritière. Non. John, aide-moi. Il n'y a rien que je puisse faire, Sarah. Comment saviez-vous pour Violette? Une de mes amies travaillait à la clinique. Elle me l'a dit des années plus tard. Mais nous n'avions que si peu de choses à donner à Robert. Mais il était mentionné sur le testament, madame. Pourquoi l'avez-vous volé et détruit? Parce que je voulais que mon fils ait tout l'argent. Pourquoi tout aurait dû revenir à Violette? Parce que Andrew Marsh le voulait. Pour prouver qu'elle était sa fille. Et son égale. Je dois vous demander de me suivre, Madame Sidaway. Ah, Mademoiselle Campion, Mademoiselle Violette. Votre magazine ne pouvait avoir de nom plus approprié que Nouvelle Perspective, n'est-ce pas? Celles qui vous attendent toutes les deux doivent vous enchanter. Mais oui, en effet, nous le sommes. Et j'ai la ferme intention d'utiliser l'héritage pour ouvrir ma maison d'édition. Ah. Et c'est vous, Monsieur Poirot, qui serez mon tout premier souscripteur. Merci, mademoiselle. Oh, vous savez, dans toutes les sociétés, il faut un président. Mais vous, vous avez la chance d'avoir une présidente. Vous avez déjà le fauteuil, est-ce que je vois? Plus pour très longtemps. On m'enlève ce plâtre dans une semaine. Que va faire Robert? Je crois que je vais arriver à le persuader de finir sa dernière année. Ce serait bien. Alors, au revoir, mesdemoiselles. Et bonne chance. Merci, Monsieur Poirot.